situation actuelle. Si la compétition économique reste le nerf de la guerre pour les entreprises américaines, l'administration Reagan a décidé, voilà plusieurs mois, d'investir massivement dans un nouveau domaine de la technologie militaire, une technologie dont les retombées sur le plan économique sont évidemment considérables. Ce nouveau domaine est celui de l'espace, qui devient le champ ouvert de la concurrence entre les grandes puissances. Si Américains et Soviétiques continuent à Genève de négocier le sort de l'armement nucléaire, dans l'espace, tout est permis. Patrick Esther. La bataille de l'espace est commencée. À gauche, la navette américaine, à droite, le Soyouz soviétique. Plus question de démonstration pour la gloire, comme c'était le cas avec la course à la Lune des années 60, c'est bien de stratégie militaire qu'il s'agit maintenant. La navette est financée en grande partie par les militaires du Pentagone. Bientôt, elle sera tirée depuis un nouveau pas de tir sur une base militaire, à l'abri des regards indiscrets. Côté URSS, le train spatial est le plus gros satellite actuellement en orbite. Il occupe en permanence la banlieue terrestre. « 23 mars 83, Ronald Reagan réveille la méfiance du peuple américain à l'égard de l'URSS en montrant ces photos. Pour le président des États-Unis, tous les clichés réalisés par les satellites démontrent le suréquipement de Moscou en missiles nucléaires. En réalité, les photos des satellites restent toujours secrètes et les clichés montrés à la presse ont été pris par un avion espion, le SR-71, pour les besoins du discours politique. Les photos des fameux satellites espions Big Bird sont beaucoup plus précises. On y distingue des détails gros comme une balle de tennis. Dans son appel, Ronald Reagan engageait les USA à construire des engins capables de neutraliser depuis l'espace les missiles nucléaires intercontinentaux soviétiques. 5 mois plus tard seulement, un avion C-135 décolle d'une base tenue secrète, à son bord, un rayon laser à haute énergie. 5 fois de suite, le faisceau va abattre en 1 millième de seconde un missile évoluant à 3500 km/h. Compte tenu du poids limité de ce laser et de sa miniaturisation, rien n'empêche plus maintenant les Américains de placer en orbite une arme de ce type. Côté soviétique, on n'est pas en reste. Il y a 2 ans déjà, un satellite avait été téléguidé pour détruire un autre engin évoluant dans l'espace. Et c'est à la chaîne que ces engins cosmiques sont fabriqués. Sur les 2500 satellites tirés depuis le premier Spoutnik, 1500 sont des cosmos soviétiques, les 2 tiers à vocation militaire. L'URSS, de plus, a entrepris la fabrication d'une fusée dont on dit qu'elle sera la plus puissante jamais construite, probablement pour lancer une énorme station orbitale. Une petite navette de 4 mètres d'envergure a elle aussi déjà volé. Avant la fin des années 80, les Américains auront probablement placé une station en orbite, bardée de radars, de moyens sophistiqués de détection et de communication, mais aussi de lasers. Sans atteindre cette technologie, les Chinois ont rejoint depuis peu le club des pays utilisant militairement l'espace en lançant 5 satellites espions. Enfin, même si la fusée Ariane a été construite par l'Europe uniquement à des fins commerciales et civiles, cela n'empêche pas la France de caresser, pour 85, le projet d'un satellite militaire de reconnaissance. Aujourd'hui, Russes et Américains savent abattre depuis le sol des avions avec des faisceaux de particules. Demain, ces pinceaux de lumière seront capables de traverser les couches de l'atmosphère. Déjà, les Soviétiques ont réussi à neutraliser un satellite américain jugé trop curieux en l'aveuglant. Alors, dans les décennies à venir, la maîtrise de l'espace et la possession d'armes sophistiquées sera bel et bien une réalité et une nécessité stratégique. Revenons sur Terre avec ce dernier incident diplomatique qui fait grand bruit à Washington.